je m'appelle Thibaut Gabriard, j'ai cofondé un cabinet de conseil qui s'appelle Rivage. Je vous présenterai très rapidement ce qu'on fait juste après. Et je suis accompagné de Didier Gascuel. Didier, tu es professeur émérite en écologie marine et sciences halieutiques à l'Institut Agro de Rennes. Voilà, n'hésite pas, si tu as envie après de rajouter des précisions à ton profil, n'hésite pas. On est très heureux de t'accueillir pour ce nouveau webinaire qu'on organise et qu'on a l'habitude d'organiser avec Rivage. C'est le second aujourd'hui qu'on organise autour de l'enjeu des océans. On en avait organisé un déjà il y a quelques mois avec Alice Vitou pour comprendre le rôle des océans dans nos conditions d'habitabilité que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube. Et ce webinaire qu'on réalise avec toi aujourd'hui, il est assez d'actualité aussi parce qu'il y a quelques semaines, il y a un nouveau rapport de l'Ifremer qui est sorti, il y a quelques jours même, qui est sorti et qui a fait un nouvel état de la situation des océans et des ressources halieutiques. Donc, on aura tout le temps d'en parler, notamment en introduction sur l'état des écosystèmes marins aujourd'hui. Alors, peut-être avant d'attaquer dans le vif du sujet, un petit mot sur nous, qu'est-ce qu'on fait chez Rivage? Donc, chez Rivage, on a un cabinet de conseil spécialisé sur les enjeux de biodiversité, avec une mission qui est d'accélérer l'intégration de la biodiversité dans l'économie. Et pour ça, très rapidement, on propose nous plusieurs typologies d'approche et d'accompagnement. On a développé pas mal d'outils de sensibilisation pour accompagner et aider les entreprises à comprendre leurs liens d'impact et de dépendance aux écosystèmes. On accompagne aussi les entreprises dans leur stratégie biodiversité. Donc, pour ça, on va les aider à diagnostiquer leurs enjeux biodiversité à la fois sur leur chaîne de valeur et à la fois sur leur site. Et on va les aider à construire une démarche biodiversité pour aider à la préservation des écosystèmes et aider aussi à faire alliance avec les écosystèmes dans leur business model. Et à côté de ça, on a aussi toute une logique d'accompagnement RSE plus générale où on va aider justement aussi à relier les enjeux de biodiversité, les enjeux de nature aux autres enjeux RSE. Voilà, je clôt cette petite parenthèse Rivage, promotion Rivage. Et donc, on va pouvoir attaquer aujourd'hui. Donc, le programme va être riche. On a à peu près 1 heure ensemble, Didier. On va voir pas mal de choses. On va déjà commencer par faire un état des lieux de la situation des océans et des ressources halieutiques aujourd'hui dans le monde. On va essayer de comprendre aussi pourquoi les stocks s'épuisent et comment les pratiques impactent les structures des écosystèmes marins. On va voir que c'est assez différent de ce qui peut se passer sur Terre. Et ensuite, on va essayer de comprendre quels sont les avantages à une révolution dans les mers et comment transformer le secteur. L'idée de ce webinaire, ça va être surtout de comprendre aussi comment est-ce qu'on peut s'adapter, parce que comme tu l'as rappelé dans ton livre, tu as sorti un livre aussi sur la pêche écologie et la pêche durable, que je vous invite toutes et tous à lire. Et comme tu le rappelles dans ton livre, moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, que tu disais, qui va me permettre d'introduire la prochaine partie, c'est que l'objectif, c'est pas forcément de revenir à une nature prétendument vierge, dont l'homme serait absent, mais plutôt de construire un futur en s'appuyant sur la compréhension du passé et d'inventer un nouveau mode de développement en réconciliant homme et écosystème. Donc voilà, donc je te cite sur ça, parce que c'est vraiment la logique aussi qu'on veut adopter à travers ce webinaire, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire alliance et mieux travailler avec les écosystèmes, pour instaurer et construire un futur beaucoup plus durable, à la fois pour les écosystèmes, mais aussi à la fois pour l'économie. Didier, on va commencer du coup par cette première partie état des lieux. Aujourd'hui, on commence à en entendre pas mal parler dans la presse, dans les médias, et aussi aujourd'hui, on commence à constater un épuisement de la ressource halieutique. Quelques chiffres peut-être. Aujourd'hui, on constate qu'il y a 64% des stocks halieutiques mondiaux qui sont considérés comme étant surexploités. Il y a de plus en plus, aujourd'hui, on constate que de plus en plus que les moyens de capture d'hier ne permettent plus d'exploiter les ressources d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on utilisait aujourd'hui les méthodes qu'on avait hier pour capturer et pour pêcher différentes espèces, on n'y arriverait pas autant qu'aujourd'hui parce que les ressources s'épuisent. On constate du coup une érosion de la ressource halieutique. Pendant une partie de l'année, comme tu le dis aussi,
Les pêcheurs vont en mer pour produire du poisson et pendant une autre partie, sans en avoir conscience, ils consacrent leur effort à réduire l'abondance de la ressource et à détruire par anticipation les captures des années suivantes. Donc, est-ce que peut-être pour commencer, Didier, tu peux nous aider à y voir un peu plus clair et à comprendre rapidement la situation et où est-ce qu'on en est dans l'état de la ressource halieutique aujourd'hui dans le monde? Oui, on va essayer de démêler ça. Donc d'abord, bonjour à tous, merci d'être à ce séminaire ou d'écouter. J'ai envie de dire d'une manière un peu provocatrice, aujourd'hui il y a le feu aux écosystèmes marins, c'est-à-dire que globalement ils se portent mal. Alors il y a du contraste, il y a des zones où ça va mieux, etc. Mais si on regarde vraiment la big picture, les écosystèmes marins sont en mauvaise santé, de plus en plus instables, de moins en moins productifs. Voilà. On est probablement au moment où entrent en résonance les différents impacts de l'homme sur les écosystèmes marins. Alors, on va aujourd'hui centrer le webinaire sur les questions de pêche, mais en introduction, je voudrais quand même dire qu'il y a aussi d'autres impacts qui sont très importants, hein. Le changement climatique a maintenant des effets massifs, à la fois de redistribution des écosystèmes, de changement de la composition du phytoplancton, du zooplancton, et finalement de modification de tout le fonctionnement des chaînes alimentaires, et puis avec, dans un certain nombre de cas, des événements extrêmes, vagues de chaleur marine, etc., qui ont des impacts très importants. Les pollutions, alors c'est moins connu, mais ont clairement des impacts. Les herbicides, pesticides ont des impacts sur le phyto, le zooplancton en zone côtière. Les métaux lourds, les PCB, les PFAS, les perturbateurs endocriniens ont des effets sur la physiologie des espèces, sur leur maturité, sur leur fécondité, sur leur croissance, et donc, quelque part, même si on le sait mal, là aussi sur le fonctionnement des écosystèmes. Et puis, il y a le changement des habitats côtiers, on aménage et on impacte beaucoup des zones qui sont notamment très importantes pour les ressources halieutiques, hein. Beaucoup de ressources halieutiques ont des périodes dans lesquelles elles viennent dans les habitats côtiers, notamment les périodes jeunes, et on parle de zones de nourricerie pour les jeunes poissons, et qui sont aujourd'hui en détérioration. Voilà, donc tous ces effets-là, j'en parlerai peu ou pas dans la suite de l'exposé, mais il faut bien sûr les garder en tête. Et bien sûr, il y a des choses à faire en la matière, et moi j'appelle là aussi une révolution sur les questions d'impact sur la qualité des eaux et des habitats. Alors, il y a la pêche. La pêche, elle est le facteur quand même le plus important. Ça, on ne peut pas le nier. C'est reconnu par les instances internationales, l'IPBES. Elle est là depuis longtemps. Elle s'est beaucoup développée. C'est ce que montre la petite figure en haut à droite. Au cours de tout le XXe siècle. Le XXe siècle a été vraiment le siècle de la mise en exploitation des océans, d'abord avec l'arrivée du moteur, et puis après la Seconde Guerre mondiale, avec le développement des grandes flottilles de pêche industrielles qui sont parties à la conquête des océans. Ce qui fait que la pêche, elle a littéralement vidé la mer d'une partie importante de ces poissons. Alors, pas de tout, il n'y a pas que des poissons dans la mer. Le zooplancton n'est pas pêché. Beaucoup de ressources ne sont pas pêchées, mais la partie qui a été pêchée a été massivement impactée. La figure en bas, que vous voyez là en bas, en bas à gauche, elle montre une estimation de la cartographie de l'abondance des poissons de fond au début du siècle, où on voit qu'il y a des abondances très importantes de poissons sur tous les plateaux continentaux au large de l'Europe, de l'Afrique, de l'Europe, et puis de l'Amérique et du Canada, enfin, le continent nord-américain. Les ressources halieutiques, elles étaient là. Elles étaient sur le plateau continental. Le centre des océans est relativement pauvre, à part quelques ressources de type grand thon, hein. Mais les ressources de fond, elles étaient là. Et on voit la même carte en 2000. Cette estimation, il y en a de nombreuses estimations scientifiques qui vont dans le même sens, elle montre que l'abondance de ces poissons de fond a été divisée par 10. Si on se centre sur la zone européenne, c'est le graphique en bas à droite, là on démarre de manière, j'ai envie de dire, plus précoce, en 1950,
Et on voit qu'il y a eu là aussi une baisse très importante de l'ensemble de la ressource exploitée. Alors ici, ça concerne la zone mer Celtique, hein, entre l'Irlande et la Bretagne, pour aller vite, mais c'est assez révélateur probablement de l'évolution dans l'ensemble des eaux européennes. Et cette diminution, elle s'est poursuivie jusqu'au milieu des années 80. On a là une division sur la période quasiment par 5, donc si on remonte 50 ans plus tôt, on retombe à peu près sur la même chose. Faut le dire, il y a eu une petite amélioration dans la période récente, vous la voyez sur le graphique, et puis j'ai envie de dire, même sur les toutes dernières années, ben, l'amélioration s'est arrêtée, on est dans une stagnation. Le rapport Ifremer que Thibault évoquait, il montre bien que, ben, oui, il y a moins de stocks surexploités, mais pour autant, les ressources ne remontent pas ou remontent plus. Et ça, c'est probablement lié à ces effets aussi des autres facteurs d'impact, changement climatique et autres. Donc, voilà, on a vidé la mer d'une grande partie de ces poissons. Et évidemment, on va y revenir, je crois, après, ça a eu des impacts sur tout le fonctionnement des écosystèmes, sur leur productivité, sur leur stabilité. Voilà. Donc, on a mis en place des mesures dans les pays industriels, l'Europe, mais aussi les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. On a en quelque sorte réussi à stopper la dégradation, mais finalement à un point qui est très bas et avec des ressources qui sont très peu abondantes et qui, du coup, posent des vrais problèmes de rentabilité économique, notamment au secteur des pêches. Et on va le voir juste après, mais peut-être avant de comprendre peut-être quelles ont été les méthodes qui ont permis de ralentir cette chute de la Oui. ressource, on peut essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que les stocks s'épuisent et comment les pratiques aujourd'hui impactent la structure des écosystèmes marins. Quand on a préparé ce webinaire, Didier, du coup, tu as évoqué 3 points et 3 sujets qui sont importants à connaître pour essayer de comprendre comment justement les écosystèmes marins, avec les pratiques de pêche qu'on a aujourd'hui, s'érodent de manière assez impressionnante, quoi. Oui, oui. Alors effectivement, on va les voir successivement. Il y a le premier aspect auquel on s'est intéressé, hein, c'est l'impact de la pêche sur chacune des populations de poissons qu'on pêchait. On pêche de la morue, qui a un impact sur la morue, on pêche de la sardine, qui a un impact sur la sardine. Et ça, c'est ce que représente ce petit graphique-là, c'est ce qu'on appelle l'approche monospécifique. C'est une approche qui reste évidemment très, très importante. On verra les aspects plus écosystèmes juste derrière. Elle est aujourd'hui, en fait, cette approche monospécifique à la base de la gestion des pêches. Donc ça, voilà, le graphique est un peu compliqué, mais je vais prendre quelques minutes pour l'expliquer parce que je pense qu'il permet de bien comprendre les questions de durabilité. On a fondé et on fonde encore très largement la notion de durabilité des pêches sur cette approche monospécifique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette approche monospécifique? Elle nous dit que lorsqu'on augmente le nombre de bateaux, autrement dit, lorsqu'on va de la gauche à la droite du graphique, hein, on augmente le nombre de bateaux, puis des bateaux de plus en plus gros, de plus en plus équipés de matériel électronique, de plus en plus efficaces, capables de pêcher une proportion de poissons de plus en plus importante. Qu'est-ce qui se passe? Première chose qui se passe, c'est la courbe verte, c'est l'abondance, c'est la quantité de poissons dans la mer exprimée en tonnes. Donc là, courbe un peu théorique pour n'importe quelle population de poissons. Vous voyez que assez logiquement, plus on met de bateaux, moins il reste de poissons dans la mer. Mais ce que nous dit cette courbe assez intuitive, c'est que évidemment, il n'y a pas de pêche sans impact. Voilà, on peut pas pêcher sans avoir d'impact. Ça existe pas. J'ai envie de dire, d'une manière générale, forcément, l'homme fait partie des écosystèmes et forcément, le fait qu'il vive, qu'il se nourrisse, ça impacte les écosystèmes. Donc, l'impact, il commence avec le premier bateau, j'ai envie de dire. Et puis, plus on met de bateaux, plus il est important. Et la bonne question, c'est le long de cette courbe verte, où est-ce qu'il faut s'arrêter. La réponse qu'on a donnée avec les modèles monospécifiques, elle est basée sur la deuxième courbe, c'est-à-dire la courbe des captures que vous avez en bleu. Ça se comprend assez bien. Vous démarrez à gauche du graphique, il y a un seul petit bateau ou pas de bateau. S'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de capture. Et puis, vous augmentez le nombre de bateaux, les captures augmentent. Mais au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de bateaux, dans le même temps, la quantité de poissons dans la mer diminue. Et il arrive un moment où vous avez beau augmenter le nombre de bateaux, eh bien, la capture totale se met à diminuer.
C'est ça qu'on appelle la surexploitation. Donc, vous voyez que l'un des grands enseignements de ce graphique, c'est que la surexploitation n'est pas, contrairement à ce que croit souvent le grand public, le début de l'impact. La surexploitation, c'est un niveau, elle commence avec un niveau d'impact qui est déjà très très important, dans lequel l'ordre de grandeur, c'est variable selon les espèces, mais l'ordre de grandeur, c'est on a divisé l'abondance de la population qu'on exploite déjà au moins par 3. Alors, évidemment, on entre dans cette situation que tout le monde considère comme absurde, c'est-à-dire qu'on rajoute des bateaux, on rajoute de la dépense, on dépense plus d'investissement, plus de gasoil, plus, etc., pour finalement pêcher moins. Le modèle de capture, il peut être vu comme ce qu'on appelle un modèle de production, c'est-à-dire on augmente le capital et le travail investi dans le secteur de production. Et vous voyez que la pêche, c'est ce secteur très particulier dans lequel, à un moment donné, on a beau rajouter du capital et du travail, eh bien la production n'augmente pas, elle tend même à diminuer, voire à s'effondrer si on va vers la partie la plus à droite du graphique. Tout à fait à droite. C'est une situation un peu théorique parce que généralement les pêcheurs dans les pêcheries ont fait faillite avant, mais en théorie, on est dans une situation, il y a tellement de bateaux dans la mer qu'il n'y a plus aucun poisson, et à ce moment-là, évidemment, il n'y a plus de capture. Voilà, donc c'est ce modèle monospécifique qu'on utilise encore aujourd'hui pour définir malheureusement la notion de durabilité, c'est-à-dire on appelle durabilité la situation dans laquelle on est juste en limite. À partir du moment où on n'est pas en surexploitation, on dit qu'on est durable. Et on s'est donné comme norme de gestion des pêches de se placer juste en limite de durabilité, ce qu'on appelle la gestion au rendement maximum durable, RMD, hein, le cycle que vous voyez apparaître, qui conduit en théorie à capturer le maximum possible sur chacune des populations de poissons. Alors c'est un maximum théorique en moyenne, à long terme, en basculant les années bonnes, enfin dans la moyenne entre des années bonnes et des années mauvaises, mais c'est surtout un maximum théorique dans ce modèle monospécifique qui ne tient pas compte des interactions entre espèces, qui ne tient pas compte des impacts de la pêche sur les habitats marins, qui ne tient pas compte du rôle que chaque espèce doit jouer dans l'écosystème. Lorsqu'on est à cette gestion RMD, vous voyez qu'on a donc divisé par 3 l'abondance de la population. Alors, l'expérience montre que dans cette situation-là, il reste suffisamment de géniteurs pour assurer le renouvellement de la population. Ce n'est pas le problème. Par contre, cette abondance très diminuée, eh bien, elle fait que l'espèce, elle ne joue plus ou elle joue mal son rôle dans le fonctionnement de l'écosystème. Donc, une vision écosystémique de la chose conduit à dire que c'est insuffisant. Alors, voilà, on peut le représenter sur ce second graphique où on commence à regarder les choses de manière plus globale, plus écosystémique. Ça, je dirais, c'est un peu mon quotidien de recherche ou de direction de travaux de recherche. C'est de construire des modèles qui sont ce qu'on appelle des modèles de chaîne alimentaire ou de réseau trophique, dans lesquels on représente tous les compartiments de l'écosystème. Donc, sur ce graphique, vous avez des boîtes en bas qui sont les producteurs primaires, le phytoplancton, les algues, les détritus, hein, qui jouent un rôle très important. Le recyclage des détritus joue un rôle très important dans le fonctionnement des écosystèmes. Et puis au-dessus, ceux qui les mangent, et au-dessus, ceux qui les mangent, et tout en haut du graphique, finalement, les prédateurs supérieurs. Et vous avez aussi sur ce graphique entouré toutes les boîtes, là, le cas d'application, c'est le modèle du golfe de Gascogne, hein, dans un travail qui a été développé par un doctorant il y a quelques années. Et vous voyez que sont donc entourées les boîtes qui sont pêchées dans ce golfe de Gascogne. Alors, qu'est-ce que nous dit le graphique? Il nous dit plusieurs choses. La première, c'est que par les relations alimentaires, tous les compartiments sont finalement en interaction les uns avec les autres. Lorsque vous impactez une population de cabillaud ou de baudroie ou de crevettes ou de ce que vous voulez par la pêche, eh bien, les proies, les prédateurs de ce compartiment-là vont être impactés, les compétiteurs de ce compartiment-là vont être impactés, et puis les proies des proies, et finalement, de proche en proche, la totalité des boîtes de l'écosystème. Donc, bien sûr, il faut penser la durabilité des pêches, pas seulement en termes de laissons juste la quantité de géniteurs qui permet le renouvellement de la population. Ça conduit à admettre des impacts très, très, très importants, beaucoup trop importants. Il faut penser la durabilité en termes de durabilité globale dans laquelle on permet à chaque espèce de continuer à jouer ce rôle. La deuxième chose que nous dit ce graphique, c'est que vous voyez que systématiquement, on exploite toute la partie haute des chaînes alimentaires. On exploite les prédateurs supérieurs ou les prédateurs intermédiaires. Et donc, on modifie complètement la structure de l'écosystème. On modifie les pressions qui sont exercées dans l'écosystème et on modifie du coup l'assemblage d'espèces à tous les niveaux. On a tendance en matière de pêche
à pêcher les espèces les plus intéressantes et probablement à laisser dans l'eau celles qui sont moins intéressantes et donc souvent celles qui sont moins productives, souvent des espèces à vie plus courte, à turnover rapide, mais du coup à résilience plus faible. Donc on modifie le fonctionnement, la structure de l'écosystème et globalement le processus, alors il est souvent très complexe, hein, ça dépend d'interactions très complexes, mais souvent, globalement, le processus, il va vers des écosystèmes qui sont moins productifs. On sélectionne les espèces moins productives. Donc, non seulement on se positionne en pêche durable ou un tiers du modèle monospécifique, mais on ne tient pas compte de ces effets de sélection d'écosystèmes, de ces effets de modification globale de la composition des écosystèmes, et on remplace les espèces les plus productives bien souvent par des espèces moins productives. Ce que dit aussi le graphique, c'est l'importance, je l'ai rapidement évoqué, des détritus et du recyclage des détritus par tout un ensemble, ce qu'on appelle les invertébrés benthiques, c'est-à-dire toute une faune qui est présente sur les fonds marins, qui est constituée de vers marins, de mollusques, de crustacés, d'étoiles de mer, d'échinodermes, etc., et qui joue un rôle très très important pour alimenter toutes les espèces de fonds, celles que vous avez dans la partie droite du graphique. Un écosystème, ça fonctionne avec deux moteurs, hein. D'un côté, la production primaire, phytoplanctonique, la photosynthèse, qui se fait en surface, puis qui va nourrir plutôt les espèces de plein eau. Et puis, d'autre part, en grande partie, ce recyclage de la matière morte par les espèces du fond, qui vient lui-même en grande partie du recyclage de la matière morte. Voilà. Ce qu'on appelle la boucle microbienne dans l'écosystème, qui est sur le fond et pas que sur le fond, mais qui joue un rôle important sur le fond. Donc il va y avoir un troisième effet qu'on peut voir dans la troisième slide, c'est l'effet des engins de pêche et en particulier l'engin qui est généralement sur la sellette, l'engin du chalut de fond. Bon. Ce chalut de fond, vous voyez, c'est un espèce de filet en forme d'entonnoir, hein, de très grand entonnoir qu'on traîne sur le fond. Il est aujourd'hui très important dans les pêches. Il contribue à en gros 40% de la production en tonnage ou en valeur au niveau national. Il alimente les criées et il est quelque part un espèce de point d'ancrage du fonctionnement de l'écosystème économique de la pêche. Donc, lorsque le chalut est en régression, et il est aujourd'hui en régression, notamment pour des raisons économiques, ça pose un problème à l'écosystème économique de la pêche. Mais dans le même temps, il faut le dire, ce chalut a des impacts très importants. Très important parce qu'il ramasse tout sur son passage, hein, il n'y a pas de sélection, on ne peut pas ajuster la capture à la productivité de chaque espèce, donc ça c'est un problème. Des impacts très importants parce que souvent les maillages sont trop petits et on capture beaucoup de juvéniles. On reviendra sur cette question un peu plus loin, mais c'est un facteur d'impact très important sur les ressources. Des impacts importants parce que pour tirer un engin comme ça, il faut des gros moteurs qui consomment beaucoup de gasoil, qui émettent beaucoup de CO2 et ça pose un vrai problème, surtout à l'heure où la filière doit se décarboner. Et puis, un impact sur toute cette faune du fond. Alors, c'est un problème de biodiversité, hein, ça détruit là où il y en a les invertébrés benthiques. Il se trouve que les poissons s'alimentant sur les invertébrés benthiques, les pêcheurs vont chaluter là où il y a du poisson et là où nécessairement il y a, alors peut-être pas partout, hein, des forêts animales comme on le voit dans certains films, mais en tout cas de la nourriture, des invertébrés benthiques, etc. Donc on détruit quelque chose qui n'est pas seulement un habitat des poissons, mais qui est surtout son alimentation. On scie la branche sur laquelle on est pêché, comme un agriculteur qui, en même temps qu'il met des vaches dans un champ, détruirait systématiquement la productivité du champ en enlevant l'humus du champ, etc. Et puis dirait finalement ça fonctionne mal. Donc voilà, donc quand on regarde les choses à l'échelle de l'écosystème, il faut avoir en tête ces impacts. Il y en a d'autres, hein, des impacts sur les espèces sensibles, les mammifères, les oiseaux marins, etc., qui sont très importants, qui pour le coup ne sont pas liés au chalut de fond, mais au contraire à d'autres engins, hein. Donc il y a une réflexion à avoir vraiment sur les engins, les habitats, les espèces sensibles, mais je dirais il y a une approche à avoir vraiment à l'échelle globale de l'ensemble des écosystèmes. La durabilité, elle doit aujourd'hui se penser à l'échelle de l'écosystème, et malheureusement, elle n'est pas pensée à ce niveau-là. Et c'est pour ça que malgré les mesures qui sont prises, eh bien, on s'enfonce progressivement dans la crise et dans des écosystèmes de moins en moins productifs. Ok. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet de comment essayer de
de transformer ces écosystèmes et comment essayer de transformer ce système global de la pêche. Avant de rentrer dans le comment, je trouvais intéressant moi, d'aborder aussi les autres avantages qui étaient portés sur la transformation de la pratique. Du coup, tu as commencé à aborder l'enjeu de transformer la pratique pour éviter de réduire les stocks, pour limiter la réduction drastique des stocks de poissons. Il y a aussi d'autres enjeux que tu évoques dans tes travaux, dans tes recherches, qui sont les enjeux de territoire, les enjeux de connaissance de l'environnement, de savoir-faire. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus et est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces enjeux-là aussi à comprendre? Oui, oui, alors on va y revenir. Donc dans ce bouquin que tu as évoqué, pour une révolution dans la mer, il y a la volonté de tracer une perspective, hein, vers une pêche avec beaucoup, beaucoup moins d'impact et qui réconcilie, la pêche avec la conservation de la biodiversité. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est presque que le moyen. Le vrai objectif, c'est effectivement d'avoir une pêche qui soit au service de l'ensemble de la société. Dans un pays comme la France, et c'est vrai pour pas mal de pays, notamment de l'Europe du Sud, la pêche, alors c'est un secteur qui nous fournit une partie de notre alimentation. Elle produit des protéines qu'elle met sur un marché. Et ça, c'est évidemment important. Il n'y aurait pas de pêche si elle n'était pas là pour nous fournir une partie de notre alimentation. Mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi un outil d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on sait que là où il y a une pêche active, notamment on y reviendra, une petite pêche côtière particulièrement active, eh ben, généralement, il y a des bourgs qui sont vivants, il y a de la valeur ajoutée créée par la pêche qui se déverse, si j'ose dire, sur le territoire, qui est redistribuée. Il y a des entreprises amont et aval, mais au-delà de ça, je dirais, il y a, je dis souvent, le coiffeur, l'instituteur, le garagiste qui sont dans le bourg, parce que le bourg est vivant, parce qu'il y a de la pêche. Mais c'est même encore au-delà de l'activité économique et d'aménagement du territoire. J'ai envie de dire, il y a aussi le club de foot et l'amicale des anciens. Il y a de la culture, il y a de l'équilibre des sociétés et de la résilience des sociétés du littoral. Donc la pêche, c'est tout ça, et la révolution dans la mer, elle a vraiment à la fois des objectifs de durabilité écologique, mais aussi des objectifs de durabilité économique et sociale, et j'ai envie de dire aujourd'hui de résilience des sociétés du littoral par rapport à l'ensemble des impacts ou des questions à la fois environnementales, changement climatique, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment cette vision globale qu'il y a derrière le concept qui est maintenant repris par de plus en plus d'acteurs, de la notion de pêche écologie. C'est-à-dire la pêche écologie, c'est une pêche qui vise à réconcilier exploitation vraiment durable pour le coup des ressources, et on va revenir un peu sur le comment on peut faire, et conservation de la biodiversité, mais c'est aussi une pêche, voilà, on doit minimiser les impacts environnementaux, mais c'est aussi une pêche dans laquelle on doit maximiser l'utilité économique, sociale, sociétale, culturelle de chacun des kilos que la nature veut bien nous fournir. Il y a une autre façon de présenter le raisonnement, c'est de dire finalement, ce n'est pas les pêcheurs qui produisent, c'est la nature qui produit. L'activité de pêche, c'est cette activité par laquelle on essaye d'avoir une partie de notre alimentation qui vient directement de la production naturelle de la nature et des écosystèmes. Donc la nature produit, et la question qu'on doit se poser, c'est comment chacune des tonnes que la nature produit, comment on le prélève dans l'océan avec le minimum d'impact sur la ressource elle-même qu'on est en train d'exploiter, la population qu'on exploite, mais aussi sur l'ensemble de la structure et du fonctionnement de l'écosystème, mais aussi sur les habitats, sur les espèces sensibles, etc. Donc d'une part, une minimisation des impacts, ça c'est le premier principe, et puis un deuxième principe qui est cette tonne-là, elle doit finalement, ou plutôt la valeur économique qu'elle crée, doit bénéficier au plus grand nombre. Alors évidemment, la tonne, elle va bénéficier à ceux qui la mangent, mais il y a une valeur économique ajoutée qui doit bénéficier au plus grand nombre, être partagée sur le territoire, créer de l'emploi, créer du bien-être social, etc. Et cette dimension-là, elle est évidemment très, très importante. Et un autre aspect aussi qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est l'aspect connaissance de l'environnement. Tu cites aussi que du coup,
les pêcheurs, ils ont ce rôle de sentinelle et de témoin de la qualité des écosystèmes marins, et ils se rendent compte de ça, ils peuvent témoigner de ça et enrichir aussi la connaissance par rapport à ça. Donc Oui, alors c'est vrai que quand on parle, ou quand moi je présente tous les impacts très importants de la pêche telle qu'elle est aujourd'hui, il y a souvent une réaction qui est de dire, bah, est-ce que la solution, c'est pas d'arrêter de pêcher? Alors on en reparlera peut-être avec l'aquaculture, mais moi je dis, mais faites bien attention, l'activité de pêche, c'est la seule activité maritime qui repose fondamentalement sur la biodiversité. La plupart des autres activités maritimes, le commerce, l'éolien, le militaire, tout ce que vous pouvez imaginer, ils s'en fichent d'une mer vidée de sa biodiversité. Donc le grand enjeu, effectivement, c'est celui-là, c'est comment faire de l'activité de pêche, qui est aujourd'hui le premier facteur d'impact de la biodiversité marine, comment faire au contraire une activité qui, parce qu'elle en a fondamentalement besoin, devienne le garant du maintien de la biodiversité marine, avec des pêcheurs qui soient à la fois effectivement des sentinelles, mais je dirais plus que des sentinelles, qui soient les acteurs économiques qui défendent et qui mobilisent l'ensemble de la société humaine pour la défense de la biodiversité marine. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de synergie aujourd'hui entre les organisations de pêcheurs et les ONG pour s'attaquer, par exemple, aux questions de pollution marine, dont j'ai parlé, ou de dégradation des habitats côtiers, etc. Et ça doit se faire effectivement sur la base d'une pêche qui soit elle-même une pêche profondément mobilisée autour des questions de préservation de la biodiversité. C'est elle d'abord qui y a intérêt, enfin en premier ressort, je dirais. Ça pourrait être une des solutions qu'on pourra explorer aussi, de justement comment le monde économique aussi peut agir. Cette question-là, créer des synergies avec avec des organisations à but non lucratif, par exemple, pour aller enrichir la connaissance et aller protéger ces écosystèmes. Mais avant de rentrer dans comment les entreprises concrètement peuvent faire, on va rentrer du coup dans la pêche écologie. Le concept que tu as développé, hein, qui est l'équivalent, on va dire, et n'hésite pas à me reprendre si je me trompe, mais qui est l'équivalent de l'agroécologie pour la terre, et donc là, la pêche écologie pour la mer, et donc de comment est-ce qu'on peut transformer les pratiques de pêche et les pratiques d'exploitation pour rendre du coup le secteur de la pêche beaucoup plus durable. Alors, oui, le mot, il vient effectivement d'une analogie avec l'agroécologie, c'est-à-dire une forme de production de nos ressources alimentaires, dans lequel, au lieu de chercher à dominer, maîtriser et finalement détruire les écosystèmes, on cherche au contraire à mieux les connaître, et à s'appuyer sur le fonctionnement des écosystèmes. Il y a évidemment des très grandes différences entre agriculture et pêche. L'agriculture, elle sélectionne les espèces les plus intéressantes, elle les replante, elle met de l'engrais, etc. Elle crée des écosystèmes qui sont plus du tout les écosystèmes d'origine, et personne n'imagine que l'agroécologie pourrait considérer à remettre des forêts primaires là où on a mis de l'agriculture. En matière de pêche, c'est un peu différent, parce que le processus, on prélève les espèces les plus intéressantes, on les ressème pas, on les fertilise pas, etc. Au contraire, on les enlève dans l'écosystème, on laisse dans l'écosystème les mauvaises herbes d'une certaine manière. Hein. C'est ça le processus de sélection d'espèces dont je parlais. Et donc effectivement, l'objectif, il est de tenter de revenir autant que possible vers des écosystèmes non exploités. Alors, on les pêche, donc forcément on va les exploiter, mais c'est quand même la direction vers laquelle il faut aller. Les écosystèmes naturels sont les écosystèmes les plus productifs. Je le dis souvent, la pêche écologie, c'est tenter de tendre vers la capture des plus beaux fruits dans le jardin d'Éden. Voilà, c'est un peu lyrique, mais ça donne bien le sens de la chose. Alors là, on a sélectionné 3 moyens un peu plus opérationnels d'y parvenir, et puis de regarder aussi des questions économiques et sociales. La première manière, c'est de commencer par protéger les juvéniles, et peut-être même au-delà des juvéniles, les jeunes poissons. On pêche aujourd'hui les poissons beaucoup trop petits. La plupart des espèces qu'on pêche, on les capture dès l'âge de 1 an, et puis quand elles ont 1 an, on en prélève
le quart, le tiers, des fois la moitié. Les survivants de l'année d'après, ceux qui ne se sont pas en plus fait manger par les prédateurs, eh bien, on recommence à en pêcher un quart, un tiers, à la moitié. Et très rapidement, on comprend bien que il n'y a plus de vieux poissons dans la mer parce qu'ils ont tous été pêchés avant. Donc on vide, quand je dis on vide la mer d'une partie de ces poissons, c'est pas tellement un problème souvent de régénération des jeunes. Il suffit de quelques géniteurs pour assurer leur renouvellement. Si, dans le cas le pire, il peut y avoir ça, hein. Mais d'une manière massive et avant d'arriver à ces problèmes de régénération des jeunes, c'est un problème de disparition des vieux. On pêche les poissons trop petits, ça veut dire qu'on n'utilise pas les capacités de la mer à accueillir ces poissons, à les nourrir de manière naturelle et à faire de la production. On est un peu comme un aquaculteur qui mettrait un lot d'alevin dans un bassin, puis qui au bout de 6 mois dirait basta, j'en ai marre d'attendre, je prélève et ma production, elle n'est pas terrible. Si on décidait d'augmenter massivement les tailles légales, les maillages, etc., en particulier, alors c'est plus ou moins vrai selon les espèces, hein, mais en particulier pour la grande majorité des espèces de fond, eh bien, on verrait la mer se remplir de plein de petits poissons, de juvéniles, etc., qui contribueraient au fonctionnement de l'écosystème. Certains d'entre eux se feraient manger par les prédateurs, mais donc contribueraient au fonctionnement de l'écosystème et donc à sa stabilité, etc. Et puis, on pêcherait, au contraire, les poissons que plus vieux. On devrait commencer à les pêcher peut-être à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, ça dépend des espèces. Et un certain nombre de travaux de simulation montrent que on pourrait, en faisant ce choix-là, effectivement continuer à pêcher à peu près autant qu'aujourd'hui. Là aussi, ça dépend des espèces, mais en moyenne autant qu'aujourd'hui, en laissant dans l'eau souvent 50% et probablement plutôt 2 fois plus de poissons qu'aujourd'hui. On pourrait pêcher avec beaucoup, beaucoup moins d'impact. J'ajoute qu'à ce moment-là, si on pêche autant avec beaucoup plus de poissons dans la mer, on met plus de poissons dans la mer, mais on n'augmente pas la capture, on la laisse telle qu'elle est aujourd'hui, ça veut dire aussi qu'on aura des pêches beaucoup plus rentables, parce qu'il faudrait moins de gasoil pour aller chercher ce poisson. Donc ça aurait de multiples avantages. On peut enfin dire d'ailleurs que ça permettrait aussi de réouvrir des perspectives pour remettre en place des engins de pêche, et je vais en reparler dans le point numéro 2, mais des engins de pêche moins impactants, qui aujourd'hui, si on dit il faut tout pêcher, revenir à la pêche de la morue à la ligne ou au poisson de fond à la ligne, les pêcheurs vont dire oui, mais c'est pas rentable. C'est pas rentable parce que le niveau des ressources est tombé à un niveau tellement bas, on a tellement pêché et trop pêché les jeunes, les vieux poissons, enfin jusqu'au point où il n'y en a plus, qu'aujourd'hui ça pose problème. Donc remplissons la mer de poissons. Et puis passons à l'étape 2. Alors, il y a des endroits où on peut passer d'aujourd'hui à l'étape 2. Oui, vas-y. J'ai juste une petite remarque par rapport à ce premier point. Et pour aller dans ton sens, c'est qu'en plus, tu dis qu'aujourd'hui, on a les capacités techniques quand même de pouvoir éviter la capture des juvéniles, de par la connaissance des espèces, de la localisation des espèces et du coup, la capacité technique sur les engins de pêche de pouvoir relâcher les plus petites espèces par rapport à aux espèces qui sont prétendument qui doivent être du coup dans un espace donné, quoi. On a ces capacités techniques de pouvoir faire ce filtre-là. Alors, aujourd'hui, la réglementation européenne prévoit déjà qu'on ne doit pas pêcher des juvéniles. Mais cette réglementation n'est rigoureusement pas appliquée. La capture des juvéniles représente une part très très importante des pêches. Au chalut de fond, c'est souvent la majorité des captures sont des juvéniles. Donc oui, on a à la fois la possibilité de développer des engins plus sélectifs, de promouvoir les engins sélectifs, de promouvoir des comportements d'évitement des zones où il y a les petits poissons, et puis de mettre en place des dispositifs. Voilà. Donc il y a tout un ensemble de mesures. Si on donne aux pêcheurs des tailles minimales légales, je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur l'intelligence des acteurs. Si on donne aux pêcheurs des tailles minimales légales de capture qui devraient, dans bien des cas, être nettement supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui, et qu'on fait appliquer, qu'on sait qu'il y a des contrôles qui font appliquer ces tailles légales, eh bien, les pêcheurs vont trouver les solutions, ils connaissent les solutions, ils vont les trouver, ils vont les inventer, ils vont les mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment une question de volonté politique. Aujourd'hui, ça a beau être dans les textes, il n'y a pas là une vraie volonté politique pour que ça soit appliqué et mis en œuvre, parce que les acteurs n'ont sans doute pas compris à quel point c'est un facteur essentiel de réduction de l'impact sur les ressources exploitées, et que ça, c'est un impératif de l'approche écosystémique des pêches. On ne peut pas avoir une pêche durable dans laquelle on divise les stocks par 3. Voilà.
Si on n'exploite que les vieux, eh ben, effectivement, on aura toujours un impact, mais il peut être beaucoup, beaucoup plus faible. Voilà, Merci. alors, révolution des engins de pêche, ça veut dire que là aussi, il faut repenser complètement les engins de pêche en se posant la question, est-ce que l'impact de celui arrêtez de se poser la question: «Est-ce que finalement l'impact de celui-là, on peut l'accepter ou à quel niveau on peut l'accepter?» Non, non, il faut repenser la question en se disant: comment on fait pour minimiser l'impact? Voilà. Et clairement, ça va concerner en particulier, alors pas exclusivement, hein, mais ça va concerner en particulier le chalut de fond dont j'ai parlé tout à l'heure et je vais revenir. Le chalut de fond aujourd'hui, il est de toute façon déjà en régression. Il est en régression parce que on arrive à la fin d'une spirale. Pendant des décennies, de moins en moins de poissons, on a mis des engins de pêche de plus en plus pêchants qui ont impacté, fait qu'il y avait de moins en moins de poissons. Donc voilà, moins il y a de poissons, plus je mets des gros chaluts, plus je mets des gros chaluts, moins il y a de poissons, moins l'écosystème est productif. Et puis à un moment donné, on arrive à une situation dans laquelle l'abondance de la ressource est telle que le modèle économiquement il passe plus, d'autant plus qu'on est dans une situation d'augmentation tendancielle du gasoil. Alors, je ne parle même pas des événements de ces dernières semaines. Sur la longue période, le gasoil augmente. Il faut savoir qu'au chalut, au chalut de fond, hein, il faut au minimum 1 litre de gasoil pour pêcher 1 kilo de poisson. Et dans certaines pêcheries, on est plus proche de 2. Donc, moi, je dis aux consommateurs, quand vous avez un filet de poisson dans votre assiette, vous posez 2 verres de pétrole à côté, c'est ce que vous êtes en train d'ingurgiter. Mais ça, économiquement, ça passe plus. Donc, les captures du chalut sont en régression. Les plans, ce qu'on appelle les plans de sortie de flotte, dans lesquels on finance pour que des bateaux qu'on juge surnuméraires sortent des flottilles de pêche, aujourd'hui, ils concernent majoritairement des chaluts. Et on assiste à un phénomène que moi je qualifie de déchalutisation finalement subie, économique, pour des raisons économiques, et finalement sauvage du secteur, dans lequel, petit bout par petit bout, on casse les pêches françaises. Cette déchalutisation, c'est donc pas une revendication des ONG, si, c'est aussi une revendication des ONG, mais c'est pas non plus une prédiction des scientifiques, c'est le processus massif qui affecte les pêches françaises depuis déjà quelques décennies. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle sur les écosystèmes, sauf que quand c'est pas organisé, quand c'est pas planifié, au lieu de pêcher le poisson au chalut, on importe du poisson. Si c'est des pertes de production, on importe du poisson. Et ça, c'est évidemment pas une bonne nouvelle, ni pour les pêcheurs, ni pour les consommateurs, ni pour les écosystèmes, ni pour les poissons. Donc, il faut passer d'une déchalutisation sauvage subie à une déchalutisation pensée, organisée, planifiée. On va pas le faire du jour au lendemain. Moi, je dis souvent, sortir du chalut, c'est à peu près comme sortir de la voiture à moteur thermique. Ça va pas se faire d'un coup de baguette magique. Il faut mettre en place un plan sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, j'ai avancé, par exemple, pour fixer des ordres de grandeur, pourquoi on ne viserait pas moins 30% de chalut en 2030 et puis tendre vers zéro en 2050. Mais ça veut dire que derrière, on invente un avenir post-chalut. C'est-à-dire qu'on remplace les chaluts par des méthodes de pêche douce. Il y a plein d'espèces qu'on sait qu'on peut pêcher au casier, à la ligne, au filet, et qu'on peut pêcher sur des petits bateaux en zone côtière. Il y a vocation à ce que les petits bateaux soient en zone côtière, mais qu'on peut pêcher aussi sur des bateaux hauturiers de taille un peu plus importante pour aller pêcher les ressources du large. On a besoin de bateaux qui fassent ce qu'on appelle la pêche hauturière, hein, pour aller chercher les gros volumes de capture qui se font au large. Aujourd'hui, on le fait majoritairement au chalut. Il faut accompagner une transition, s'en donner les moyens, probablement imaginer des financements publics, du suivi, de l'innovation, de la recherche, des politiques incitatives, etc., pour progressivement inventer cette pêche du futur basée sur des modes de pêche douce. Après tout, d'autres régions du monde utilisent beaucoup moins le chalut que nous. Nous, on pêche la langoustine au chalut, on sait que d'autres pays la pêchent au casier. Nous, on pêche les poissons de fond uniquement au chalut, on sait qu'il y a plein d'endroits où on les pêche à la ligne. On me dit souvent, vous allez tout casser. Non, au contraire, on va passer d'une situation de casse à une situation organisée, planifiée, d'innovation, basée sur l'innovation, sur l'incitation des acteurs, pour construire cette pêche du futur dont on a besoin en matière d'engins. Voilà, et puis il y a le troisième volet. Alors, le troisième volet, je vais peut-être un peu vite, c'est la gestion par flottille, c'est-à-dire faire ce bilan flottille par flottille de quelles sont à la fois leurs performances environnementales,
Voilà. D'autres flottilles, par exemple, on va avoir un problème massif de capture accidentelle d'oiseaux marins. Hein, on n'est pas parlé, ça c'est plutôt les lignes, voire un certain nombre de filets. Et puis d'autres, ça sera un autre problème économique. Et puis d'autres encore, on va aussi regarder partout les performances économiques et sociales. Combien cette flottille crée d'emplois, de valeur ajoutée, comment elle contribue à la vie des territoires côtiers, quel est son lien à la société, etc. Tout un ensemble de critères, voilà. Et une fois qu'on a fait ce bilan par flottille, alors la question n'est pas de couper la tête aux mauvais élèves, hein, c'est pas ça l'idée. La question, c'est déjà d'identifier ce qui sont les bonnes pratiques, de les valoriser, de les encourager, de les promouvoir. Et puis, ceux qui n'ont pas des bonnes pratiques, d'essayer de leur dire qu'ils doivent évoluer, de les accompagner dans les évolutions nécessaires. Et là, vraiment, où effectivement, il n'y a pas de possibilité d'évolution, et ben, de se dire qu'il faut, sur le moyen terme, on ne va pas le faire là non plus demain matin, mais aller vers l'extinction des mauvaises pratiques. On a un outil formidable pour le faire, c'est la distribution des quotas de pêche. Et le règlement de la politique commune des pêches prévoit déjà qu'on peut, même qu'on devrait, distribuer les quotas de pêche en tenant compte des performances environnementales et sociales des différentes flottilles. Donc, donnons des bonus aux bonnes pratiques, ça va nous obliger à les identifier, à les caractériser, à les quantifier, peut-être des malus aux mauvaises pratiques, et entraînons un mouvement, par l'incitation, entraînons un mouvement dans lequel chacun fera la course, non pas comme on l'a fait trop longtemps, la course à des engins de plus en plus gros et de plus en plus impactants, mais la course à des pratiques de plus en plus vertueuses, à la fois au plan économique, écologique et aussi social. Et ce qui est intéressant et important à retenir là-dedans, c'est aussi d'avoir ce regard finalement, et ce raisonnement en pilote et très spécifique par rapport aux régions et par rapport aux flottilles, justement, pour pouvoir prioriser les bonnes actions par rapport à ce qui est important, Oui. quoi. Et pas globaliser en fait une action sur toute la pêche française, par exemple. Voilà, moi, je pense qu'il faut le faire écosystème par écosystème, en mer du Nord, en Manche, voilà, il faut trouver la bonne échelle. Et à cette échelle-là, ce sont des écosystèmes qui doivent devenir des territoires de gouvernance. Il faut réunir l'ensemble des acteurs, les pêcheurs bien sûr, parce que tout dépend d'eux, mais aussi les ONG, les consommateurs, les pouvoirs publics, les scientifiques, etc. Les ressources de la mer, elles appartiennent pas aux pêcheurs, elles appartiennent à l'humanité. Hein. Donc, d'une certaine manière, on doit mettre tout le monde autour de la table, identifier quels sont les points d'amélioration possibles, et puis se donner des plans à 3 ans, à 5 ans. Voilà, dans tel endroit, on va s'attaquer à la capture des mammifères marins, dans tel autre, à la promotion de la petite pêche côtière, alors peut-être faire les deux à la fois, etc. Voilà. Donc moi, je crois beaucoup à cette approche qui implique les acteurs, qui se fait de manière organisée sur le long terme, ou sur le moyen terme, on va dire, et qui permet d'améliorer les pratiques. Alors, Didier, l'aquaculture, qu'est-ce qu'on en pense? Sans transition. L'aquaculture. Alors, l'aquaculture, elle est souvent vue. Hein, moi, quand je fais des conférences sur la pêche, j'ai souvent pas besoin de parler d'aquaculture parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va poser la question à la fin. Et en fait, dans la tête de beaucoup de citoyens ou de consommateurs, hein, il y a cette idée que la pêche, c'est un truc archaïque et que ce qui est moderne, c'est de produire le poisson. Moi, je pense que fondamentalement, ça, c'est une vision qui nous vient du productivisme et du siècle des Lumières. Je pense qu'à l'inverse, alors on ne va pas se nourrir uniquement de pêche et de chasse, hein, évidemment non, mais que nous gardions pour une petite partie de notre alimentation, cette situation dans laquelle notre alimentation dépend fondamentalement de la productivité de la nature, me paraît au contraire être un gage d'une réflexion très profonde et finalement d'une reconstruction de l'alliance entre l'homme au-dedans de la nature et la nature qui l'enterre. C'est-à-dire que voilà, la pêche écologique, c'est aussi une espèce de donnant-donnant. Je prélève les ressources que la nature veut bien me produire, mais dans le même temps, j'assure la durabilité à long terme et la capacité d'évolution et de résilience de la nature. Donc, c'est pas vrai qu'il faut remplacer par l'aquaculture. Alors, bien sûr, l'aquaculture, elle a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer parce que la production de la pêche, elle est limitée. 100 millions oui, je dis bien
100 millions de tonnes par an à l'échelle planétaire, en gros, et puis une demande qui augmente. Alors l'aquaculture, il faut la développer. Mais encore faut-il s'interroger sur quelle forme d'aquaculture. Malheureusement, l'aquaculture que nous développons en France ou en Europe, c'est une aquaculture, alors d'abord et avant tout de saumon, plus généralement une aquaculture d'espèces piscivores, la truite de mer, le bar, le flétan, les dorades, voilà, toutes ces espèces de poissons qu'on met en aquaculture sont des piscivores. C'est-à-dire qu'il faut les nourrir avec des aliments qui comportent une part de farine de poisson. Et donc, pour développer cette aquaculture, il faut aller en mer pêcher du poisson. Alors aujourd'hui, on essaye aussi de recycler les abats, les déchets, etc. Il reste que un quart des pêches mondiales sont faites par des grandes flottilles industrielles, ce qu'on appelle la pêche minotière, de grands bateaux qui vont en mer, rien que pour faire de la farine de poisson. Et donc, on ne résout pas les problèmes de surpêche, on les aggrave. C'est même pire que ça, parce que dans un certain nombre de cas, bien souvent, on va pêcher au sud l'alimentation des saumons qui bénéficient aux consommateurs du Nord. C'est-à-dire qu'on pille les ressources du Sud. Moi, j'ai travaillé une partie de ma carrière au Sénégal, et puis j'ai beaucoup collaboré avec ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis absolument effaré par les ravages qui font aujourd'hui le développement de l'aquaculture. C'est-à-dire dans des pays comme le Sénégal, la Mauritanie, on va se développer des tas d'usines de farine de poisson. Les pêcheurs viennent livrer directement leurs sardinelles et d'autres espèces pour faire cette farine de poisson. Ça veut dire qu'on a détruit tout le secteur de valorisation du poisson qui existait. Ces milliers d'emplois, très souvent des femmes qui faisaient du séchage, du fumage, du commerce du poisson, etc. Et puis surtout, on a retiré de l'alimentation des pays de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui probablement de l'ordre d'1 million de tonnes de ces petits poissons, ce qu'on appelle poissons fourrage, qui servent à l'alimentation humaine et qui aujourd'hui servent à nourrir nos saumons. Pour moi qui suis agronome, c'est un système qui est absurde d'un point de vue du système de production, qui pose des tas de problèmes écologiques, environnementaux, et qui pose des tas de problèmes éthiques. C'est un élevage de loups qui se nourrit, alors j'allais dire la farine de vache, non même pas, qui se nourrit à la farine de petits lapins et d'écureuils qu'on va chasser dans la forêt. C'est ça l'aquaculture du saumon. Donc cette forme-là d'aquaculture, non, certainement pas. Ce qu'il faut développer, c'est une aquaculture, alors d'huîtres et de moules. Moi, je rêve d'un grand plan dans lequel, en même temps qu'on développe des EMR, on en fasse des fermes de la mer pour faire des huîtres, des moules, des algues. Les algues, on sait que c'est un secteur qui a plein d'avantages environnementaux, santé, etc. Le problème, c'est la consommation qui est limitante. Mais travaillons, par exemple, avec les collectivités territoriales qui gèrent la restauration collective pour développer la consommation d'algues. Et voilà. Et puis, des formes d'aquaculture, de poissons. Alors, soit ce qu'on appelle des systèmes d'aquaculture multitrophique intégrés, soit des espèces herbivores. Aux États-Unis, le principal poisson consommé, il appartient à la famille des poissons-chats, avec des espèces qui sont herbivores. Les Américains mangent plein de burgers. Alors évidemment, en France, burger de poisson-chat, ça fait rêver personne. Je comprends bien. Mais voilà, il faut travailler sur comment on peut intégrer des protéines de poissons herbivores à notre alimentation. On sait faire des tas de choses en matière d'industrie agroalimentaire. On ferait le mieux de le faire avec des poissons herbivores. Donc voilà, il y a un secteur. De toute façon, il ne remplacera pas la pêche. Et je pense que la pêche, c'est autre chose. Elle a besoin d'assurer sa durabilité, comme l'aquaculture, de son côté, a besoin d'assurer sa durabilité. Donc l'aquaculture, on la réserve plutôt pour les coquillages, huîtres, moules, par exemple. Cette catégorie d'espèces. Et on développe aussi la récolte d'algues pour l'alimentation, qui a des vertus aussi en termes de captation de CO2. Aussi, la récolte et la mise en culture d'algues. Ouais, ok. Donc c'est une nouvelle, puis on essaye d'investir, au lieu d'investir dans les grandes fermes à saumon qui posent des tas de problèmes environnementaux. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une question sur la question. Donc effectivement, oui, pure salmon, c'est pas du tout une bonne idée. C'est une forme d'aquaculture très impactante. C'est pas vers là qu'il faudrait aller si on veut faire du durable. Ok. On arrive quasiment à la fin du webinaire. On va se garder quelques minutes pour répondre aux questions à la fin, mais peut-être avant d'y arriver, aujourd'hui, il y a peut-être des entreprises qui nous écoutent, qui nous regardent. Toi, ce serait quoi
peut-être les deux grands conseils à donner, les grands conseils à donner aux entreprises, qu'elles soient distributrices ou qu'elles soient productrices de ressources alimentaires issues des océans pour se transformer. Alors, bon, j'ai envie de dire d'abord beaucoup d'entreprises, quel que soit le secteur, elles ont souvent de la restauration collective. Il y a des choses à réfléchir de ce côté-là pour mettre du poisson durable dans la restauration collective. Mais bon, je ne vais pas développer. Si elles sont plus directement dans le secteur, c'est vrai que moi, je pense que l'avenir, alors d'une part, l'avenir, je ne crois pas qu'il appartient à la grande pêche industrielle. Voilà, que sur certaines ressources, qu'il faut aller pêcher très loin, peut-être qu'il restera pendant longtemps de la pêche industrielle à qui on doit imposer des normes très strictes en matière d'environnement, mais ce qui crée de l'emploi, ce qui crée de la richesse économique, ce qui est en accord avec les attentes de la société, avec l'aménagement du territoire, etc., c'est la petite pêche côtière. C'est aussi une pêche hauturière de bateaux de taille intermédiaire. Donc les entreprises, elles doivent, on va pas, on me dit souvent, mais la pêche écologique, c'est que la petite pêche côtière. Non, non, la petite pêche côtière, une partie en tout cas d'entre elles, utilise des engins plutôt performants et on doit lui donner toute sa place. Et s'il y a des entreprises qui veulent investir dans ce domaine-là ou investir dans les produits issus de cette petite pêche côtière, c'est évidemment très important. Mais on a besoin aussi d'une pêche hauturière, des bateaux, je vais dire, de la classe des 12-24 mètres, là, qui vont exploiter le plateau continental. Voilà. Donc, il faut plutôt s'orienter vers ces entreprises-là, investir dans ce domaine-là, investir dans le commerce des produits qui viennent de cette pêche-là, et puis en essayant d'accompagner aussi vite que possible un mouvement vers ces pratiques de pêche écologique, c'est-à-dire de pêche moins impactante, de pêche douce. Voilà, on ne va pas demain matin supprimer le chalut, je pense que tout le monde l'a compris, mais il faudra le faire à moyen terme. Il va falloir innover dans des modes de pêche moins impactants sur les écosystèmes. C'est un critère essentiel de durabilité. Voilà, là aussi, c'est une grande différence avec l'agriculture. C'est que en agriculture, souvent, quand on va faire des choses d'agroécologie, on risque d'avoir une certaine baisse des rendements. Donc, c'est une question à gérer. En matière de pêche, plus les ressources se portent bien, plus il y a de poissons dans la mer, plus l'exploitation de ces poissons va être rentable d'un point de vue économique. Donc oui, il faut que les entreprises investissent dans la transition écologique et je pense aussi dans la transition sociale du secteur. Pour moi, c'est là que se situe l'avenir. Merci Didier. On va prendre quelques questions. Donc, il y en avait une première de Valérie juste au début de l'intervention, notamment qui rebondissait par rapport au projet Pure Salmon qui a lieu dans l'estuaire de la Gironde et qui se demandait quels seraient les effets, selon toi, Didier, les effets systémiques d'une multiplication de ce type de projet à l'échelle européenne. Est-ce qu'il y aurait, du coup, j'imagine, un impact encore plus important sur la ressource? Oui. Alors ces entreprises-là, elles nous disent ah oui, mais nous on améliore l'alimentation, etc. C'est un peu comme l'histoire de la voiture. On a amélioré avec des moteurs qui consomment moins de gasoil, mais si on multiplie le nombre de voitures, à la fin l'impact écologique il augmente. Donc, ces perspectives d'un développement de ces grandes fermes de saumon, effectivement, moi, me paraît extrêmement inquiétant. Ça veut dire qu'on va encore aggraver les problèmes de surpêche, de pillage des ressources du Sud, etc. Tant bien même la proportion de farine de poisson qu'elles mettent dans l'aliment tendra à diminuer. Je pense que cet effet ne compensera pas. Voilà. Donc, on va continuer à avoir ces impacts à la fois environnementaux et puis, je l'ai dit, économiques, éthiques, sociaux. Donc non, on ferait bien mieux d'investir soit dans des formes innovantes d'aquaculture, et voilà. Et j'ai envie de dire aux consommateurs, plutôt que de manger du saumon, manger du poisson de pêche écologique, c'est à la fois bien mieux pour l'environnement, mais bien mieux aussi pour les questions d'éthique nord-sud. Voilà. Et pour sa santé, sûrement aussi. Voilà, et pour sa santé. Alors en plus, il y a des questions éventuellement de santé, de bien-être animal dans ces élevages, etc., qui se rajoutent à tout ça. Une question, je suis désolé, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions, mais j'en vois une, donc elles sont toutes très intéressantes, mais une sur laquelle tu pourrais rebondir, Didier, qui est celle d'Adrien, qui se demande comment le secteur de la pêche artisanale pourrait-il s'organiser pour
se coordonner et influencer les politiques justement et accélérer la transformation des pratiques. Comment est-ce qu'au niveau artisanal, ensemble, ils peuvent accélérer justement ce changement systémique? Alors c'est vrai que c'est un vrai problème parce que les pêches françaises, ont une structuration des représentations des pêcheurs au niveau national qui a trop souvent, et trop systématiquement, privilégié les intérêts d'une grande pêche industrielle, on va dire. Les pêcheurs artisans ou les petits pêcheurs, hein, plus généralement. La question de ce que c'est que les artisans est souvent un peu compliquée, mais en tout cas, les petits pêcheurs côtiers ont eu beaucoup de mal à se structurer. Ils sont en train de le faire, hein. Moi, j'ai assisté il y a quelques semaines au premier festival de la pêche artisanale qui a été organisé par un certain nombre d'associations de pêcheurs à Brest. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a besoin qu'ils soient capables pardon, voilà, d'être force de proposition, d'intervenir dans le système, ce qui est encore malheureusement très peu le cas. Mais bon, voilà, je dirais c'est à eux, il faut les accompagner dans ce mouvement, mais c'est évidemment à eux d'arriver à se structurer. Mmh. Parfait. Allez, on va prendre une dernière question. Tac, 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 une dernière question de Christelle, qui aimerait avoir peut-être un peu plus de précision sur la raison pour laquelle le chalut est en régression pour des questions économiques. Peut-être si tu peux le redéfinir et Oui. aider à comprendre ça. Oui, et puis alors je vais même essayer de répondre à 2 questions de Christelle parce que je les vois. Alors, le chalut de fond est en régression économique, mais tout simplement parce que c'est un mode de pêche qui demande beaucoup de gasoil. Voilà, pour tirer un gros chalut, il faut un gros moteur qui dépense beaucoup de gasoil. Donc, quand on est à 1 litre de gasoil par kilo de poisson pêché et que le gasoil augmente tendanciellement et qu'on est dans une situation en plus de ressources rares, eh ben, ce modèle-là n'est plus économiquement viable et on est vraiment à ce moment-là. Là, en ce moment, ces jours-ci, les pêcheurs au chalut sont en train de se mobiliser en expliquant que, avec les événements, la guerre et l'augmentation du prix du gasoil, ils vont arrêter de pêcher parce que c'est plus du tout rentable de pêcher dans ces conditions-là. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà, c'est beaucoup d'acteurs savent que ce modèle-là, qui est à la fois pas durable du point de vue environnemental, écologique, et aussi pas durable du point de vue économique. Et que donc, il faut organiser cette action de déchalutisation. Alors, Christelle, elle parle aussi du partage des quotas. Et ça, c'est une question très, très intéressante parce que les quotas sont en principe, et je conteste un peu la façon dont ils sont calculés, hein, mais globalement, ils devraient être le principe de les scientifiques quantifient ce que la nature veut bien nous produire de manière durable. Aujourd'hui, on ne tient pas assez compte des aspects écosystémiques dans le calcul des quotas. Il faudrait beaucoup mieux en tenir compte, se fixer des règles pour avoir des biomasses minimales qu'on laisse dans l'eau, enfin, etc. Mais la question que pose Christelle, c'est ensuite comment on les partage. Et c'est vrai que là, il y a un vrai problème. Moi, je ne suis pas un fada de il faut tuer demain matin toutes les pêches industrielles, mais quand on regarde les choses, quand la pêche industrielle vient en zone côtière pêcher, elle crée globalement moins d'emplois, moins de valeur ajoutée que la petite pêche côtière. Donc, quand aujourd'hui cette année, c'était l'actualité, une baisse très très forte du quota de maquereau, qui impacte à la fois des grands bateaux de pêche industriels, mais qui impacte dans le même temps des petits pêcheurs artisans qui pêchent le maquereau à la ligne par des méthodes douces, ultra durables. Eh ben oui, on devrait donner un bonus, amortir la baisse du quota en privilégiant la pêche qui crée le plus d'impact et qui a les meilleures vertus environnementales. On devrait appliquer cet article dont je parlais, d'une répartition des quotas. Voilà. Donc, oui, à terme, il faut aller vers une régression. Voilà, la pêche industrielle, elle n'a sa place que si elle va exploiter des ressources du large, que personne d'autre ne peut exploiter que des grands bateaux. Et dans ces cas-là même, il faut bien regarder les choses. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller piller des ressources du Sud? Qu'est-ce qu'on pêche? Comment on le pêche? Est-ce qu'on a bien toutes les garanties pour ne pas impacter les écosystèmes? Alors, la durabilité environnementale, elle va se poser aussi pour la petite pêche côtière. Mais elle, au moins, on sait que c'est elle qui fait vivre les territoires côtiers. Et probablement aussi la pêche hauturière des bateaux de classe intermédiaire, on va dire. Merci beaucoup Didier, on arrive à la fin, on a un peu dépassé. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cet échange. Merci ne partez à vous. pas, je vous partage quelques petits liens, notamment celui de notre prochain échange qui aura lieu
le 9 avril, où on va décrypter la sortie du dernier rapport de l'IPBES, qui est sorti en février, qui est la première évaluation dédiée au lien entre biodiversité et activité économique, qu'on fera avec l'Office français de la biodiversité. Je vous incite aussi à acheter, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais je vais me remettre là, hop, à lire ce livre, le livre passionnant du coup de Didier. Du coup, on doit le voir à l'envers, mais ça s'appelle « Pour une révolution dans la mer, de la surpêche à la résilience ». Voilà, donc je vous incite à le consulter. Merci beaucoup Didier, c'était très passionnant, très enrichissant. Voilà, merci beaucoup à toutes et celles toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci Didier. Merci à tous. Bonne journée.